Aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir Vincent Mbassi. Donc, merci pour ta présence. Est-ce que tu peux te décrire qui tu es et qu'est-ce que tu fais au quotidien? Je me définis comme étant un enseignant de basketball. Plus que je ne suis pas un coach. J'estime que les coachs, c'est des gens qui font des sélections, donc qui choisissent les meilleurs. Mon but, c'est pas de choisir les gens, c'est de développer les joueurs, c'est de développer des jeunes, leur faire vivre un rêve, une passion. Voilà ce que je fais. Voilà ce que je fais au quotidien. À travers le basket? Dans le basketball, oui. Ok. Est-ce que tu peux nous expliquer quelle est ta méthode pour justement explorer pleinement le potentiel de tes joueurs? Alors, ma méthode, elle est, comme je dis souvent, il faut s'adapter à chaque gamin. Chaque gamin est particulier. Chaque individu, de toute façon, sur Terre est unique. Donc, si on part de ce principe, forcément, on va tirer le meilleur de chaque personne. Parce que chaque personne a un génie, quoi qu'il arrive. Je pense qu'à l'école, on ne le dit pas assez. On sélectionne les gens sur les mêmes critères, alors que je ne pense pas que ce soit la meilleure méthode possible. Donc, mes critères sont très basiques, c'est-à-dire que je rencontre des gamins, il y en a que tu vois par un profil qui peut être parental, hein, qu'on appelle un peu le karma héréditaire, qui est des parents qui ont telle génétique, qui ont ça. Évidemment, c'est beaucoup plus facile. Mais quand un gamin arrive vers moi, et que peu importe qui il est, peu importe la génétique de ses parents, ça n'a aucune importance. Je regarde l'humain qui est devant moi, et c'est ça que je mets en avant. Donc, je n'ai pas de critères particuliers. Et ensuite, comment tu explores le potentiel de chaque jeune? Je n'ai pas de technique particulière, c'est totalement spontané. Je veux dire que l'énergie vient du gamin, sa volonté, sa détermination. Quand il vient à toi, son regard, sa façon d'être, fait que tu as défini déjà quelle est la personne, quel est le type de personne que c'est. Et je ne sais pas, c'est difficile de dire, de faire des clichés. Je pense que je me suis dit que je ne voudrais pas passer comme ça à côté d'un petit génie, parce que je l'aurais jugé sur des critères qui ne sont pas du tout objectifs. Tu as plutôt une méthode justement de mélanger les enfants, c'est-à-dire peu importe l'âge, tu es capable d'entraîner un groupe d'enfants de 10 ans avec des adolescents plus âgés. Comment tu arrives à gérer ça? Mais déjà, je pars du principe que dans la vie, on a toujours besoin d'un plus petit que soi. C'est-à-dire que le gamin qui est à côté de toi, qui est tout petit, il sera grand un jour. C'est un adulte en devenir. Donc, ce qui est important, c'est que fusionner les groupes. Il faut que la personne qui est déjà qualifiée, qui s'est déjà joué, même pro, à la limite, ça m'indiffère complètement, qu'on soit déjà professionnel, qu'on soit joueur NBA ou qu'on soit un gamin qui commence juste à jouer, c'est pareil. Et l'expérience m'a montré que j'ai peut-être raison quelque part. Jouer avec un petit, allez-y jouer avec un petit qui court dans tes pattes, qui va partout. Arriver à l'éviter, c'est déjà gagner beaucoup. On a besoin de plus petit que soi parce qu'il te développe. Travailler avec un plot, le plot est figé, il ne bouge pas, c'est beaucoup plus... Tu n'apprends rien. Avec le gamin, tu apprends. Parle-nous donc de ton académie donc, qui s'appelle Kemit. Pourquoi ce nom? Raconte-nous un petit peu l'histoire des Kemit. L'histoire serait longue, je vais être assez bref. Kemit Basketball, nous étions sur le campus de Bordeaux à l'époque. On passait l'été là, on attendait septembre et puis bon voilà. Donc tous les étudiants d'Afrique et des Antilles qui restaient sur le campus n'avaient rien d'autre à faire. On ne pouvait pas aller en vacances à la mer, à la montagne. On n'avait pas ces moyens, donc on passait notre temps à jouer sur le campus universitaire. On préparait notre septembre, les épreuves de rattrapage sous les arbres, parce qu'il faisait très chaud l'été, tout le monde connaît Bordeaux. Et donc l'après-midi, quand il faisait un peu plus doux, on allait jouer sur le playground. Et c'est de là qu'on a commencé. On a fait des tournois, l'été à la plage et tout, on les appelait les Black Stars. Et voilà comment un jour, on a eu un joueur qui, lorsqu'il a changé, en 2003, on a décidé d'appeler ça Kemit. Parce que Kemit, justement, le nom était un peu agressif, de dire Black Star, ça fait un peu discriminatoire. Voilà la réalité. Donc on a dit non, on va s'appeler Kemit. Kemit avec meeting,
Hein, Kémis peut se décliner en plusieurs façons d'écrire. Ça vient des hiéroglyphes, quoi. Et donc, hiéroglyphe, c'était pas l'alphabet tel qu'on le connaît. A, B, C, D, c'était différent. Donc, que tu KMT, KMET, peu importe comment on écrit, Kémit, MIT, MEET, qui veut dire rencontre, fusion entre les peuples. Ce qui est étonnant, c'est que de base, tu n'étais pas amené à devenir coach. Non, absolument pas. Absolument pas. Je n'ai jamais pensé, y compris dans mes rêves les plus débridés, qu'un jour je serais coach de basket. Ça, c'était vraiment. C'était prédestiné à quoi? C'est pas si mes parents pouvaient entendre qu'il était coach de basket. Ça ne voulait rien dire, ça. Coach, tout simplement. Le sport ne rapportait pas. Non. J'étais à l'UEP Bordeaux, Sciences Po. Et après, j'ai fait communication des entreprises. Et donc, moi, je pensais qu'un jour, je finirais politiste, pas politiste. Je pensais être gestionnaire peut-être d'une entreprise. En gros, repartir en Afrique développée et diriger une grosse entreprise d'État. Et puis, je suis tombé dedans. À la fac, justement, quand elle faisait communication d'entreprise, on avait une prof qui s'appelait Elisabeth Riffiot. Je jouais en championnat, j'étais un semi-pro, et on nous a dit qu'on voulait voir tous les étudiants. Moi, le niveau universitaire étant faible en France, donc ça me disait rien d'aller jusqu'à la fac. Et c'est là que j'ai fait la connaissance J'ai été voir cette prof-là, qui venait d'arriver. On m'a dit c'était la record woman de l'équipe de France de basket. Elle s'appelait Elisabeth Riffiot. Oui. Mais je suis arrivé, j'ai vu, elle était grande, géante. Je me suis dit, waouh. Et je me suis dit, franchement, celle-là n'a pas l'air de plaisanter. Et puis, elle n'était pas très souriante. Je me suis dit, avec elle, je vais avoir une mauvaise note. Elle voulait que tout le monde aille à l'entraînement. Je suis allé à l'entraînement le premier jour. On avait un match d'ailleurs. Et ce jour-là, l'équipe adverse n'est pas venue. Bon, les autres sont venus, ils sont repartis. Et il y avait 2 gamins qui jouaient là. Et ben, je me suis mis à jouer avec eux. Je me suis dit, je vais faire mes shoots. Elle m'a passé la balle. Et puis, on a se mis à jouer 1 contre 2, moi contre eux. Et puis, à un moment donné, j'en avais un peu marre. Je voulais rentrer chez moi. Et le petit m'a pris par la main. Il m'a dit, viens, je te présente à ma mère. Elle m'a entraîné, c'était vers sa mère. Sa mère, c'était ma prof, Elisabeth Riffiot. J'ai dit, c'est sa mère. Et c'est là un peu que tu as commencé à avoir cette passion pour la transmission? Non, la passion pour la transmission, je pense que je l'avais déjà. Ouais. Mais là, c'est vraiment un problème. C'était Boris Diaw, qui était petit, il devait avoir 7 ans. Il venait de Mont-de-Marsan. Ils arrivaient, c'est la première poste d'affectation ici. Et là, je dis, c'est sa mère. Oh là là, mais ça va pas. Franchement, ça me disait rien. Et puis, il s'avère qu'on habitait dans le même coin. Mais ma passion, je pense qu'elle part de ma jeune enfance quand même. J'ai été éduqué par des frères canadiens, des religieux qui étaient en Afrique. Et là, on faisait du sport tous les jours, tout simplement. Et c'est des gens qui avaient laissé derrière eux toute une famille, toute une richesse, la famille canadienne avait en Afrique, et qui nous ont transmis des choses. Ouais. Et c'est là qu'est passée réellement ma passion et la volonté de transmettre. Parce que les gens qui donnaient, qui faisaient don de ce qu'ils sont. Dans l'existence, tu es là, tu dois transmettre des choses. Qu'est-ce que tu laisses comme marque après ton passage sur Terre? Moi, je pense que inconsciemment, ça part de là. Tu as évolué à Pessac, donc à Sège. Tu n'as jamais quitté ce quartier? Non. Pourquoi? J'y suis profondément attaché. Profondément parce que, justement, j'ai fait mon mémoire de communication sur SOS Racisme. En fait, je voulais vendre, c'est les années où le PN était au sommet, ça s'appelait Génération Mitterrand. Je voulais vendre l'antiracisme comme on vend Danone. SOS Racisme, Alain Désir, Harlem Désir, tout le monde connaît. Et j'ai milité dans cette association. Et puis, Sège était vraiment un cadre indiqué pour cela. Parce qu'on a la plus grande cité d'Aquitaine, des Gironde, chez Sège-Fourmanoir, avec les grands tours des 8 étages, et à côté, le plus grand campus universitaire d'Europe. Et on vivait là-dedans. Mais sauf que les deux publics ne se touchaient pas. Il y avait une forme de racisme déjà. On ne parle pas de racine de couleur de peau, non. Ce n'est pas une zéro mélanine. C'est une question de les étudiants et les jeunes du quartier qui n'ont accès qu'au BTS, au CAP. Ouais. Et donc, il y avait une rivalité. Et moi, j'ai voulu créer un lien entre ces 2 milieux, en médecine, en architecture, en ingénierie, avec des jeunes de quartier. Et c'est là qu'on m'a donné la possibilité, dans le COSEC de Sège, de faire que tous ces milieux puissent se croiser et construire un certain lien social, le vivre ensemble. Tu as déjà commencé à nous en parler, mais donc en 1988 à peu près, tu commences donc à entraîner cet enfant dont tu parlais tout à l'heure, donc de 6-7 ans.
avec un potentiel énorme, donc qui deviendra joueur de NBA. Donc on parle bien de Boris Dio. Peux-tu nous raconter cette aventure? Oui, c'est une histoire particulière. J'ai rêvé de Magic Johnson. J'ai rêvé de la NBA. À l'époque, personne ne regardait véritablement la NBA ici. Et moi, c'était mon rêve. Et Magic Johnson, c'était le joueur idéal pour moi sur Terre. Et Boris Diaw, il me dit, ben écoute, donc comme je prenais cet enfant, comme je vous ai raconté au début, c'est-à-dire c'est un gamin, je les ai rencontrés, sa mère, qui était ma prof, habitait à côté à Compostelle, moi j'étais à Cédon, c'est à côté, on jouait au milieu. Et donc j'ai dit à sa mère, on joue souvent là, il m'amenait les enfants tout le temps et on jouait, jusqu'à là, on ne voyait plus la balle. Et Boris venait là, il ne voulait plus rentrer. Il préférait être là avec nous, jouer jusqu'à pas d'heure. Et puis, je sais pas, je me rappelle la question. Pourtant il se posait la question entre un autre type de sport, non? Oui, Boris, alors il me dit, et j'organisais donc des petites rencontres entre les jeunes du notre quartier, de Pessac-Sèche et autour, et des gamins qui faisaient venir de Langon notamment, d'un peu partout. On créait là des petits matchs. Et Boris, c'était le gamin, je commençais à les entraîner. Il courait, il sautait, il était heureux d'être sur le terrain. Il était heureux de vivre là-bas, de vivre la passion du basket. Le basket n'était pas connu tel qu'on le connaît aujourd'hui. Tout le monde parlait NBA. À l'époque, personne ne parlait NBA. Et puis un jour, pendant que je les entraînais, j'étais encore joueur, donc j'entraînais accessoirement. Et là, Boris s'assoit sur un ballon de basket. Je vois de quoi vous voulez faire allusion. Et il s'assoit sur le ballon de basket. Je lui dis, mais Bombin, pourquoi tu es assis sur le ballon de basket? Il dit, mais pourquoi pas? J'ai dit, mais non, tu vas le déformer. Il dit, comment ça? Il va devenir ovale comme un ballon de rugby. Il m'a dit, c'est mon sport préféré, Vincent. Je t'ai jamais dit ça. J'ai dit, ah bon, tu fais du rugby? Il dit, ben oui, c'est mon sport préféré. J'ai dit, mais tu n'aimes pas le basket? Ah non, mais ça, c'est le sport des femmes, ça. Ben, il est petit, un petit de 6-7 ans qui te le dit, lui veut un sport physique et tout. Je lui ai dit, mais avec ça, tu ne pourras pas jouer au basket. En effet, ce sera un ballon de rugby. Mais bon, après, on a rigolé tous, parce que Boris était comme ça, gamin. Et il ne touchait pas un ballon. Il ne touchait pas un ballon, il jouait avec les plus grands que lui, c'était le plus jeune, avec Janou Mufuta. Donc voilà. Et puis un jour, il me dit, mais Vincent, je ne touche jamais un ballon, comment tu veux qu'il devienne un grand basketteur? J'ai dit, oh, mais c'est pas grave, tu seras le futur Magic Johnson. Je n'ai jamais vu un gamin aimant autant défendre et attaquer et courir sur le terrain. Alors que personne ne voulait courir, lui, il était tout le temps là, il fallait. Et d'ailleurs, sa mère t'a sollicité plusieurs fois pour que tu puisses venir entraîner en club. Tu as toujours refusé. Même Ouais, d'autres opportunités, d'ailleurs, professionnelles. bien sûr. Justement, en 92, alors que je l'ai incité à prendre une licence en club, que les gens comprennent très bien que Kémy, c'est pas contre il a filé, c'est pas contre le championnat, non. Mais je pense qu'avant d'aller en club, il faut apprendre à jouer au basket. Il faut apprendre les rudiments du basket. Ça, on n'a pas le temps forcément en club de les apprendre. Donc, pour passer les fils à aiguille, c'est là qu'est m'est venue l'idée de créer une académie de basketball. Ouais. Pour travailler sur les fondamentaux, à la fois individuels et collectifs, avant d'aller en club. Et donc, évidemment, Boris, cet exemple typique des gamins qui jouaient, qui ont appris leur motricité, la manipulation de balles et tout, avant d'aller en club. Et en 92, Boris, qui ne voulait pas faire du basket, il voit la Dream Team, Barcelone. Ils appellent Génération Dream Team, qui comprend Tony Parker, toute cette période-là. Et là, je lui dis, et c'est là donc, c'est à la suite de la Dream Team qu'il a été prendre sa licence. Il avait 11 ans. Il est né en 82, 92, Dream Team, l'année 92, 93 pour sa première licence. Et là, sa mère me dit, va les entraîner. Après son année Benjamin, il passe à Pessac, le PVC. Il me dit, viens les entraîner à Pessac. Et là, je lui dis, mais non, j'ai une telle relation avec eux que je ne peux pas les entraîner en club. Ouais. Le club va me figer, va me limiter dans ce que j'ai envie de faire. Ouais. Voilà pourquoi je n'ai pas voulu les entraîner en club. Voilà. Et que tu as toujours refusé, de toute façon. Et non, j'ai toujours refusé parce que je pense que ce que j'ai envie de faire dans le basket, c'est pas le coaching, c'est pas sélectionner, c'est pas la discrimination. Parce que tu es forcément obligé de sélectionner quand tu coaches en club. Ouais. De prendre, entre guillemets, les meilleurs. Mais est-ce que les meilleurs d'aujourd'hui sont les meilleurs de demain?
En 2003, donc quand Boris a été drafté, qu'est-ce que tu as ressenti? Je crois que c'est l'un des plus beaux moments de ma vie de basketteur, d'existence même, puisque j'aspirais à être comme Magic Johnson. Et je parlais de NBA et la mère de Boris qui était professionnelle, l'une des plus grandes en France, record woman d'équipe de France, avec 247 sélections. Elle me dit, pourquoi tu leur parles du rêve, tu leur parles de la NBA, c'est quoi ce truc? J'ai dit, non, 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 lui c'est un futur joueur NBA. C'était mon rêve. Voir le rêve devenir réalité, c'était juste impressionnant. C'est-à-dire que c'est quelque chose de... C'est pas quelque chose qu'on peut décrire. C'est quelque chose qu'on vit, qu'on sent. On a l'impression que c'est soi-même. C'est moi qui allais en NBA. C'était différent. C'est comme une prophétie, et puis voilà. D'ailleurs, ça s'est reproduit quelques temps après, bon, parce que ça fait des bébés, voilà. L'ascension de Boris a été un tremplin pour les Kémites. Absolument. Tu Absolument. peux nous dire un peu qu'est-ce que ça a créé pour les Kémites? Je sais que vous avez commencé à organiser des game days. C'était C'est quoi le très principe simple. du game day? L'ascension de Boris a permis. Boris était déjà, il faut dire, Boris Alana en NBA à 21 ans, avait déjà sorti de l'INSEP à 18 ans. Il va à Pau. Il était il y a 3 ans d'affilée. Il joue en Pro A. Il a gagné tous les titres individuels en France. Et donc, forcément, Boris était déjà mature. Quand il va en NBA en 21 ans, il est drafté. Et évidemment, j'étais là, puisque j'apparaissais, je participais à une décision, sa mère m'informait sur des décisions à prendre, me demandait, me poser des questions. L'Asvel le voulait, finalement, Pau, Séon, on a été voir Séon, et Séon a dit qu'il signait Boris. Qu'il allait faire une année avec des jeunes, Mike Pietrus, Flo Pietrus, Arthur Drosdorf, Boris Diaw. Il dit, il va leur donner leur chance. Et bien, c'est ce qu'il a fait. Figurez-vous, cette année, ils sont devenus champions de France. Et tous les ans, ils ont gagné quelque chose. Et les Italiens, les Espagnols voulaient Boris. Séan a dit non, moi je vais m'aligner au salaire qu'on va lui donner là-bas. Boris est resté en France. Il a été drafté. Et de là, une fois drafté, Boris s'est mis à les partenaires qu'il a eus, comme Nike et tout. Il a dit, Vincent, c'est toi qui gères ça. Donc il m'a envoyé, me donnait des adresses, allez, tu gères ça avec eux. Donc jusqu'à aujourd'hui, on a encore les équipements Nike, des ballons Nike qu'on a joué dans l'académie grâce à Boris Diaw. Et là, évidemment, les camps, les game days, tous les gamins qui ont vu ça, aujourd'hui, ça fait d'autres pépites qui sont maintenant en NBA aussi. C'est ça qui est formidable. C'était quoi le game day, Vincent? Le game day, c'était Boris Diaw, là où il a commencé, les amis de Boris avant d'atteindre le haut niveau, et les amis qu'il a rencontrés ensuite. C'est pour ça que c'était une organisation un peu particulière. Une mi-temps, Boris jouait avec nous, les Kémites. Deuxième mi-temps, il jouait avec les autres. Et les autres, c'était quoi? C'était par exemple, le premier game day, c'était Kémite contre l'INSEP. Qui représentait l'INSEP, c'était Tony Parker. Donc, première mi-temps, Tony est venu avec tous ses amis d'enfance. Et nous, les Kémites, Boris et ses amis d'enfance. On a fait le match. Après, Tony est revenu les autres années. Mais ce truc, Tony, Ronny Turiaf et tout, Batum, Steve Nash, tout, à un moment donné, on a réuni, je crois, 9 joueurs NBA sur le parquet. Et Boris, une mi-temps avec nous, une mi-temps avec eux. Et tous les ans, il faisait venir de nouveaux joueurs. Et c'était juste exceptionnel. Et avec toute cette euphorie qu'il y a eu autour de Boris, tu es resté fidèle à ton projet de développer ton académie. Est-ce que tu peux nous rappeler quand même quelles sont les valeurs des Kémites? C'est-à-dire un parent qui te confie son enfant, que ça soit pour un entraînement, pour une saison, pour un camp, pour un stage, qu'est-ce que cet enfant va bénéficier avec toi? Comme j'ai dit, c'est une pédagogie et une philosophie holistique. C'est-à-dire que tu tiens compte de l'enfant. C'est l'enfant est le centre de tout. Tu pars du principe que chaque parent aime son enfant comme la plus belle de ses yeux. C'est évident. Et si tu regardes les enfants comme ça, les enfants des autres comme ça, je ne dis même pas les enfants des autres, je dis les enfants de la terre, tout simplement. Tu as ce regard sur eux, et bien tu vas tirer le meilleur d'eux-mêmes. Quand un gamin vient vers moi, je dis, je compare souvent l'enfant, moi c'est le doigt, l'enfant c'est l'ongle. Si tu touches l'ongle, forcément le doigt va souffrir. Et ça c'est moi, c'est comme ça que j'entraîne. Et c'est la relation que j'ai avec les mômes que j'ai en responsabilité qui viennent vers moi. Et dans tous les cas, l'objectif c'est de faire en sorte que l'enfant soit le centre de tout.
D'ailleurs, ce camp, cette année, on va appeler Tu es extraordinaire. Voilà, c'est comme ça que le thème de cette année, c'est Tu es extraordinaire. Les autres, on a eu Don't Fight the Hype. Donc, ne combat pas la passion. Voilà. Et quel est l'avenir des Kémites aujourd'hui? Est-ce que tu as des projets? C'est très simple. Les Kémites, c'est assez marrant parce que quand on me demande, on est appelé à Atlante avec quelques gamins, il dit Alexandre ça, il gagne $1 million par an. Waouh, je mérite gagner la même chose. J'ai dit qu'est-ce que tu vas faire sur $1 million? Il dit moi, je vais bien manger, je vais bien m'habiller. J'ai dit ah bon? Tu vas t'acheter des chemises Louis Vuitton, 10 chemises en même temps, 10 blousons Louis Vuitton, des baskets et tout. C'est ça qui va changer. J'ai dit non. Que tu vas faire? Il dit je vais bien manger. Tu manges pas bien. Ton père est cadre, il gagne beaucoup d'argent, ta mère hôtesse, et tu ne gagnes pas. Il dit, si, finalement, je mange très bien. De toute façon, si tu manges trop, tu vas grossir. Il dit, ah oui, c'est vrai, ça va te rendre malade. Vous devez dire que l'argent, c'est un chiffre, c'est un number, c'est un numéro. Mais ça n'a rien à voir avec l'identité de l'existence, la valeur intrinsèque de l'individu. L'argent, c'est vraiment accessoire pour moi. On peut me dire ce qu'on veut, et j'ai souvent ces genres de débats. Mais bon, si tu n'as pas donné de l'argent, comment tu as ça, tu n'as pas ça, il doit dire comme ici, ça m'est égal. Ça m'est complètement égal. Je veux dire qu'il a fait des choses qui ont fait que je suis heureux sur Terre. Le reste, quel que soit ce que j'ai, quel que soit ce que j'aurais eu, eh bien, je partirai d'ici, je laisserai ça. Donc, où est le but? Où est l'intérêt? L'intérêt aujourd'hui, c'est de transmettre ça, de faire comprendre ça aux gens, d'aller plus loin. Et aujourd'hui, je vais aux États-Unis, où j'ai placé beaucoup de gamins, j'entraîne pour placer les gamins dans les centres de formation en France, partout où c'est possible. Et il y a un continent qui est très souvent oublié, c'est l'Afrique. Et là-bas, il y a un potentiel inouï. Et quand je vais en Afrique, j'entre dans une salle, n'importe sur un terrain vague, ils ont au moins 550 gamins qui te courent après. Ils ont tellement faim. Et l'expansion des Kémites. Donc, s'il y a des millions, je sais ce que va en faire. Et très simplement, c'est pas pour moi. Qu'est-ce qu'il va en faire? On ne fait pas les choses pour soi. Non. On ne fait pas les choses pour soi parce qu'on n'est pas grand-chose. On fait les choses pour les autres, pour les gamins qui arrivent. L'un des principes aussi l'un des concepts des Kémites, c'est que il y a un côté quand même payant pour le service que tu apportes aux enfants ou aux professionnels. Mais en même temps, il y a un côté très associatif où le but, c'est d'accueillir aussi même les enfants qui n'ont pas forcément, même les enfants ou les personnes qui n'ont pas forcément les moyens de payer l'adhésion Kémite. Et le but, c'est aussi que lorsque ces jeunes, ceux qui réussissent professionnellement dans le basket, ils puissent être reconnaissants envers les Kémites pour faire perdurer justement la continuité des Kémites. C'est toujours le cas, oui. Ce concept-là? Ouais. Mais parfois, tu n'as pas forcément le retour attendu. Est-ce que tu déplores un petit peu parfois ce manque de reconnaissance? Pas vraiment. Pas vraiment. Je suis assez clair là-dessus dans ma tête. Je ne vais pas être dépendant ni esclave de quelque chose, d'une situation que je ne peux pas contrôler. On ne peut pas changer la nature des gens. La personne que tu as développée, si elle est reconnaissante, ok. Si elle ne l'est pas, ce n'est pas grave. Tu ne vas pas obliger les gens à changer. Le monde a été comme ça. Il le restera. Je n'ai même pas de jugement de valeur à ce niveau-là. Non. Je suis concentré sur ce que je fais. Et c'est ça qui m'anime, tout simplement. Boris a été reconnu sur bien de points. Jusqu'à aujourd'hui encore, quand je me retrouve avec Boris quelque part, souvent il prend une meilleure chambre d'hôtel que la sienne. Il me loge mieux. Il porte mes affaires. Qu'est-ce qu'il y a de plus beau que de voir ça? Je suis avec lui comme un père, quoi. C'est incroyable. Mais ça dépasse tout ce qui est rapport matériel. Et je crois que ça, c'est important. C'est vrai que par rapport à mes projets, je veux toujours un peu plus pour aller plus loin. Mais je n'oblige pas les gens à le faire. Si les gens veulent le faire, ok, on le fait. Je suis en attente de ça aussi. Mais si ce n'est pas le cas, qu'est-ce qu'il faut faire? Faut-il être malheureux pour ça? Non. Il faut continuer à avancer. Est-ce que les jeunes qui arrivent derrière doivent payer ça? Bon, pour revenir sur l'association. Une association ne faut pas dire non payant. Non payante. C'est-à-dire que nous faisons payer une participation pour la bonne et simple raison qu'aucune municipalité, aucune ville ne paye pour les gens qui viennent de partout. Donc, nous faisons
le maximum que nous pouvons pour essayer de récolter un peu de fonds pour perdurer l'association, la structure. Oui. Sinon, on ne pourrait pas, tout simplement. Mais le lien social est toujours là et nous faisons en fonction des budgets et des familles aussi. D'accord. Ça ne changera pas. C'est ça qui fonde même notre identité. Merci Vincent. Si tu avais un message à faire passer, déjà à qui s'adresserait ce message et quel serait-il? À tous les publics, à tout le monde. Hein. Moi, je dis souvent convivialité et rigueur sportive. Convivialité et rigueur sportive. C'est convivial, c'est familial, Kémit, mais cela n'empêche pas, n'est pas antinomique avec la rigueur sportive. Oui, parce que tu es connu pour être quand même très exigeant, Vincent. Mais comme je parle des rigueurs sportives, sans rigueur, on n'arrive à rien du tout. Si on pense que c'est le milieu des bisounours au haut niveau, ça c'est une tromperie. Il faut être travaillé, il faut être précis, il faut être rigoureux, sinon on n'atteint pas le haut niveau. Dites-vous qu'un match de basket, c'est une succession de duels. Et c'est l'équipe qui gagne le plus de duels qui gagne le match. Donc je ne vais pas former des gamins qui ne vont pas gagner des duels. Et qui vont dire l'essentiel c'est de participer. Non, ça ne fait pas partie de ma philosophie. Ce qu'il faut, c'est gagner. Et quand on perd, ça avait des honneurs. Mais honneur, ça veut dire avoir tout donné. Merci beaucoup Vincent pour cet échange rempli d'inspiration et bonne continuation pour les Kémites. C'est moi qui te remercie.